à rattraper ce retard. Donc on va parler de composition parce que souvent vos personnages sont placés sur fond blanc et ne sont pas intégrés dans un décor. Et même les personnages entre eux, parfois, sont, restent un petit peu isolés ou alors ont des proportions qui ne correspondent pas à quelque chose de logique. Donc on va essayer de voir un petit peu certaines règles qui sont des règles. Donc les règles sont aussi faites pour être transgressées. Il y en a certaines qu'on on en a déjà parlé qui sont connues assez fréquemment et utilisées assez fréquemment dans tous les domaines liés à l'image. Entre autres, la règle des tiers. Donc, la règle des tiers, je vous rappelle un petit peu ce que c'est. On peut séparer notre cadrage dans le sens de la hauteur ou de la largeur pour positionner en fait des points d'accroche du visuel global. Si par exemple on était euh, sur, euh, sur un personnage, ça pourrait être assez intéressant finalement de le cadrer à ce niveau-là ou ici éventuellement s'il y en a un deuxième ou s'il y a un autre élément fort de l'illustration ou de l'image. C'est toujours intéressant d'utiliser ces quatre points de force qui correspondent en fait finalement à des accroches du regard qui sont plus intéressantes que de basculer sur quelque chose qui serait bloqué au centre. Alors c'est une règle, hein, mais on a beaucoup de visuels qui sont centrés, on retrouve ça sur les tableaux académiques, on retrouve ça dans beaucoup de scènes de films où on veut justement soit jouer sur la profondeur, jouer sur le côté yin-yang symétrique. On a des fois des points centrés comme ça qui vont bloquer le regard volontairement au centre. Donc pour faire soit une mise en abîme, on a l'impression de chuter vers ce centre, soit au contraire, avec le personnage vient très vite vers nous. On parlera un petit peu après de perspective, on va utiliser, enfin, si perspective à un point, on va souvent utiliser le point central pour générer ces effets-là. Cette construction en symétrie peut être très intéressante donc pour certains effets justement où on veut par exemple mettre en valeur un regard de personnage, même si après, par exemple, si on venait zoomer très fortement sur notre personnage, ben, finalement, on va se rendre compte, donc je reprends les différents points, les différents axes, si on vient zoomer sur nos personnages, on va se rendre compte que finalement, les yeux vont se retrouver sur, sur les points de force. Et c'est là, en fait, dans ce gros plan-là, pardon, que ça va prendre le plus de force finalement, puisque on va attirer le regard sur ces deux points-là. Et donc il y a un moment, les deux points et les deux yeux seront très centrés, on aura cet effet justement de blocage du regard au centre et un personnage qui peut être d'ailleurs assez oppressant puisqu'il se retrouve au milieu. Et après, on va pouvoir jouer avec les points de force en venant zoomer un petit peu plus. Donc ça, c'est des éléments en fait de base. Hein, donc je vous rappelle les tiers qu'on va retrouver aussi sur du paysage. Donc c'est aussi là, vous l'avez peut-être déjà rencontré, on en avait déjà parlé. Quand vous prenez une photo d'un coucher de soleil au bord de mer, on va essayer d'éviter de positionner notre horizon au centre de l'image. Ce qui fait que finalement, alors ça pourrait être, finalement on va avoir quelque chose de très fixe et très monotone finalement, alors que si on fait le choix graphique de, de venir finalement choisir, tiens, je vais faire plus de ciel ou plus de mer, on va donner une option et quelque chose de plus fort à notre illustration globale. On peut imaginer par exemple de mettre l'accent sur le ciel puisqu'on est en soleil couchant. Donc on aurait notre horizon ici qui se retrouve hein, finalement un petit peu en dessous de notre règle des tiers.
nos tiers qui vont arriver ici. L'objectif, c'est vraiment de déstructurer complètement notre image et d'essayer de ne pas bloquer le regard avec au centre. Et là, on va pouvoir donc jouer un petit peu sur les reflets ici, et là, travailler le côté orangé et nuageux de notre ciel, par exemple, et tout travailler sur le dégradé. On aura quelque chose de beaucoup plus fort si on utilise cette règle des tiers. La règle des tiers peut avoir ses limites si jamais on voulait justement ce côté yin-yang. Donc on pourrait imaginer encore revenir sur une notion de bord de l'eau en fait, avec une rive et pourquoi pas une série d'arbres qui viendrait ici. Et là on pourrait jouer sur un reflet parfait de notre arbre et on jouerait sur cette symétrie pour avoir quelque chose qui pourrait être finalement très harmonieux même si on est bloqué au centre. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va peut-être utiliser plus souvent la règle des tiers et ces 4 points d'ancrage quand on ne sait pas trop comment démarrer une composition, puisque si on utilise ces 4 points-là, on est quasiment sûr de réaliser quelque chose d'intéressant. Alors qu'on risque d'aplatir et d'avoir une image beaucoup plus fan, on va dire, si on centre notre image. Donc le centrer, c'est quand on est sûr du message qu'on veut envoyer, on veut bloquer le regard, on veut donner quelque chose de très insistant, faire une plongée, jouer sur la symétrie, donc tout ça, ça peut être des choses qui justifient en fait ce centrage et cette symétrie. Et si on n'a pas cette option-là, il vaut mieux partir sur utiliser cette règle des tiers qui peut être après amplifiée, on l'a vu tout à l'heure, sur le reflet de l'eau. On peut même être en deçà de cette règle des tiers pour amplifier le côté majestueux d'une montagne ou au contraire d'un ciel. C'est une première règle que vous pouvez utiliser quand vous ne savez pas par où commencer. On parlera de symétrie un petit peu après. Dans cet esprit-là, on peut avoir donc l'idée de travailler aussi donc les différents plans, le positionnement des différents objets avec cette règle des tiers. Il y a un exercice, on avait déjà parlé, qui pouvait être intéressant, c'est de prendre des formes. Donc on peut prendre des formes basiques ou éventuellement des fruits aussi si on veut faire une composition un petit peu nature morte. Moi j'aime bien la notion de fruits, on l'avait vu avec les formes. Donc on pourrait avoir 3 formes comme ça. Mais on pourrait aussi choisir 3 fruits et puis essayer de faire une coupe de fruits. Et donc ces 3 objets-là, on va essayer de les positionner. Donc c'est un exercice qui peut être assez intéressant. Donc on peut le faire sur plein de pages, de mise en page ou de pages comme ça. Et on va essayer de les positionner pour justement donner le plus de dynamique possible à nos 3 objets. Donc on pourrait avoir donc le carré, le triangle, le rond, mais donc on pourrait imaginer, si on reprend nos fruits ou nos monstres qu'on avait fait la dernière fois, une poire, une banane et une pomme. Donc si on les pose tout simplement sur la feuille alignée comme ça va pas forcément avoir d'intérêt. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de jouer avec les tailles, avec les vides et avec cette règle des tiers. Donc les règles des tiers qui nous donnent 4 points ici. Donc on peut déjà au départ en choisir un par exemple et se dire ma banane ou ma poire, elle va être sur ce point-là, elle va être focalisée ici. Alors autre chose pendant qu'on y est, là c'est tout à fait dans la thématique, mais quand même ça parle de cadrage. On avait parlé déjà aussi sur vos personnages, on évite de venir les poser sur le bord du format. On peut essayer de venir plutôt dans le format, quitte à poser une ombre après, si on veut vraiment que notre objet soit posé. Donc après, là il va falloir poser nos 2 autres objets. Donc là, si on les pose exactement à la même taille, on va avoir quelque chose de trop régulier peut-être.
et surtout s'ils sont juste les uns à côté des autres. Donc c'est des poids, mais ça pourrait être des monstres, des personnages, tout ce que vous voulez. Donc il faut penser aussi, euh, quand vous allez faire cette composition, que finalement, l'objectif, c'est aussi de mettre peut-être de raconter une histoire et de faire cheminer l'œil le plus longtemps possible dans votre document. Donc il y a plein de façons de faire, il y a plein de possibilités. On pourrait par exemple cacher la pomme un petit peu derrière et avoir la banane qui soit peut-être en bord de document. Ça peut être une première composition et après on peut poser un horizon qui serait dans la règle des tiers aussi. Ça peut être une première composition, mais on peut en imaginer plein d'autres. Donc l'idée, ça va être de faire une planche comme celle-ci avec plein de petits cadres, plein de petits cadrages, et d'essayer de tenter de faire la composition qui serait la plus intéressante pour nous. Donc on pourrait, là si tu reprends, je viens zoomer sur ma poire, elle serait ici. Je peux venir faire flotter un petit peu ma pomme ici, avec aussi la banane derrière, si on est sur nos fruits, hein. Donc on pourrait reprendre les carrés, triangles, ronds aussi. Donc essayer d'en faire un maximum. Donc là, pourquoi pas remettre l'horizon ici, donc centré cette fois. C'est pas très gênant puisqu'on a une grosse forme ici qui va venir attirer et bloquer le regard au premier plan. Donc on peut imaginer des choses complètement différentes, on n'est pas obligé de penser qu'il y a un sol aussi, hein. Donc on est vraiment dans l'idée de poser nos trois formes. Alors, le principe c'est peut-être aussi de les faire comme ici, se chevaucher, donc il y en a une devant l'autre, pour essayer de les assembler, puisque vous rendez compte aussi que souvent c'est assez difficile de positionner trois objets, hein. Finalement, deux objets, on aurait pu les équilibrer, donc ma poire, ma pomme, on aurait pu les équilibrer en symétrie dans le document. Trois objets, ben, c'est plus délicat. Comment on place ce troisième objet? Si c'était donc carré, rond, triangle, ben, ça peut être ou la banane. On va être obligé finalement souvent de chevaucher et c'est ce qui va nous donner de la profondeur. Donc là, ben, j'ai ma banane ici, donc je peux avoir une pomme ici et une poire ici. Donc là, on se rend compte qu'on a un vide énorme qui crée aussi une forme à l'intérieur. Donc c'est ces contreformes qu'il faut faire un petit peu attention aussi, puisque on peut créer finalement des graphismes, des visuels qui sont pas volontaires et qui peuvent nuire à la qualité de notre réalisation. Alors, ouais, je vois. Là, on se rend compte aussi également que cette banane, elle est légèrement centrée, donc pas tout à fait complètement, mais finalement, elle bloque le regard en haut. Elle aurait peut-être été plus intéressante de la glisser plutôt sur le côté pour arriver sur notre point de force, hein, qu'on avait vu ici. Donc ça peut être un exercice qui peut être intéressant quand vous démarrez une composition. Donc quand vous démarrez une composition aussi, ça peut être toujours aussi assez intéressant d'avoir trois éléments. Donc vous essayerez de voir dans les différents exercices, faire des petites planches comme ça, avant de démarrer un projet définitif, de voir comment vous pouvez assembler ces personnages ou ces objets. Donc jouer aussi donc sur la perspective, donc on va voir cette notion de perspective qu'on avait déjà abordée un petit peu en cours. La notion de perspective, donc, qu'on va voir sur différents objets, qui peut, par exemple, si on reprend carré, rond, triangle, les trois objets, on peut essayer de donc mettre notre triangle au premier plan, le carré viendrait derrière et le rond pourrait être très loin derrière. Donc on va les positionner avec une petite ombre pour qu'on se rende compte de l'échelle. Et là, juste en jouant sur les tailles, donc on va refaire une autre chose, un autre élément ici. Donc on va mettre encore un peu plus de profondeur ici. Donc notre carré, notre triangle tout petit et notre rond derrière. Donc juste le fait donc, de poser une ombre pour pouvoir avoir la perspective, on ne crée pas de décor, on donne cette illusion de perspective uniquement euh, par ce jeu sur les tailles. Alors comme là, justement, il ne se chevauche pas, on a moins d'effet de profondeur, alors que là, vous voyez, je viens de rajouter un petit angle, ça nous permet de jouer sur cet effet de profondeur.
Alors on va continuer à travailler sur cet effet perspective et profondeur en parlant de la perspective à un point, qui est quelque chose assez important quand on veut après aller plus loin sur ces notions de perspective. C'est un petit peu le cas dans cette mise en forme ici, mais on va voir qu'on va pouvoir la faire de façon plus théorique et plus mathématique et plus graphique. Alors on va recommencer. J'ai l'impression qu'il y a un bug ici. Donc je poursuis. Il y avait un espèce de bug à l'écran, mais on dirait que c'est bon. On verra après un petit peu au montage. Donc on va voir cette notion de perspective qui peut être donc à un point, donc qui est toujours intéressante pour donner de la profondeur à notre personnage. Quand on a un personnage dans la scène, alors je vais essayer de prendre ce visuel-là. Alors l'idée de la perspective à un point, c'est qu'on va choisir donc une ligne d'horizon. Donc la ligne d'horizon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de la placer sur un des tiers en fait, ça sera plus simple et plus graphique. Donc là, on va dire qu'on a notre ligne d'horizon. Et là, on va faire par exemple un chemin pour commencer, ou pourquoi pas une voie ferrée, ou un élément comme ça qui génère une profondeur de champ. On va choisir un point d'ancrage et de démarrage pour notre réalisation. On tire ici un premier trait qui va définir un des bords de notre chemin, on va dire. Et après, on va choisir la largeur de ce chemin au premier plan. Donc, si pour l'instant on n'a pas d'échelle, donc on va choisir un petit peu ce qu'on veut. Donc, on peut avoir un chemin qui viendrait comme ça. Alors, vous l'avez vu, j'ai volontairement aussi été un peu plus sur le côté pour pas avoir quelque chose qui serait trop symétrique et trop centré. Mais ça peut être aussi très intéressant suivant, donc si on veut les effets un peu à la Star Wars de profondeur, de champ, comme ça, on peut avoir quelque chose de plutôt très centré aussi. C'est comme vous le souhaitez, suivant l'effet que vous voulez obtenir. Là, on n'a pas encore d'échelle. Donc ça peut être aussi bien une énorme rivière, un tout petit chemin. C'est les éléments qu'on va mettre en rapport avec ce chemin qui vont nous donner une idée de la taille de cet écart de cette route, en fait, si on veut. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, si on fait une voie ferrée, par exemple, ben, on va choisir la taille de nos rails au départ, ici. Donc là, peut-être un petit peu plus épais comme ça. Et donc, ils vont aller vers ce point là-bas où ils vont complètement disparaître. Et là aussi, on va les retrouver ici. Donc là, déjà, on peut se donner, on peut se dire, on peut avoir une idée un petit peu de l'élément, puisqu'on sait que ça, cet élément-là, c'est un rail qui va donc, on connaît sa taille, donc ça donne une référence. Donc après, on va mettre les rives qu'il y a, par exemple, sur notre rail. Donc on peut lui mettre une épaisseur, même si on est en bord de format. Il y aura des rivets, je sais plus trop, je sais pas trop comment ils sont mis, ça va être plutôt par là. On va choisir un écart. Donc on peut le faire donc ça à l'œil. Après il y a des façons mathématiques un petit peu de le faire en reproduisant les éléments. On va essayer donc de refaire euh, une autre latte et on va essayer de la faire un petit peu plus petite que celle-ci. D'accord. Donc on va parce que on va réduire un peu ici. On va réduire un petit peu ici comme ça. Alors pour ici, comment j'ai trouvé ça? Mais pour l'instant, je l'ai fait à l'œil, donc vous pouvez vous entraîner en le faisant à l'œil. Ça peut être un bon exercice. Mais après, si on veut le faire à la règle et
et de façon très académique, il va falloir tirer des traits qui partent de notre point de fuite ici pour pouvoir mesurer un petit peu et avoir la taille. Bon là c'est fait à main levée, hein, c'est toujours intéressant de le faire à main levée, pour pouvoir avoir la taille de la latte qui dépasse un petit peu du rail. Alors après, pour continuer à reproduire notre rail et de façon régulière, de plus en plus petite, on peut tirer des traits comme ça. Donc on peut avoir ici, on sait maintenant qu'on a notre premier carreau qui est comme ça. Donc ça va suivre, on va avoir tous les points qui vont arriver ici. Et donc après, on peut continuer à projeter en fait nos croisillons comme ça pour créer en fait, vous voyez, on choisit l'écart et progressivement on va aller jusqu'à l'horizon. Donc ça peut être intéressant pour créer après un rail qui va devenir donc après très très serré en fond de. Donc ici on va être très très serré. Donc j'aurais pu prendre une brèche plus épaisse. Et là on va devenir plus rapproché. Donc ici on a vu qu'on était là. Là, on va se retrouver là, etc. Donc là, après, on suit ici, on vient s'ajuster au contour de notre perspective. Je crois que je vais décaler ici. Bon, mais c'est un peu le principe, hein, de ce qu'il faudrait réaliser. Donc on va le faire maintenant de façon plus complète sur un paysage. Donc c'est pareil, on reprend donc nos éléments, un point ici qu'on appelle le point de fuite. Donc tous les éléments, on va prendre qu'un seul point pour l'instant, tous les éléments vont partir d'ici, on va aller jusqu'à ce point-là. Donc on va faire notre chemin qui part comme ici, donc là on choisira la hauteur après. Et là on va commencer maintenant à choisir par exemple un bâtiment qui sera à côté de notre chemin. Donc on va choisir la largeur de ce bâtiment et on va monter des horizontales. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de dépasser l'horizon d'ailleurs euh, pour pouvoir avoir un effet de profondeur. Là, je suis peut-être un petit peu trop près de mon chemin, donc je ne vais pas avoir l'effet de perspective escompté. Donc je vais venir plutôt faire mon immeuble à ce niveau-là. Et après, on va tirer les traits vers ce point-là. Donc là, pour l'instant, on ne devine pas trop. Donc on peut le faire aussi sur les angles invisibles. Donc on a notre façade, on ne devine pas trop comment elle va être encore. Et après on va choisir sa profondeur. Donc là on va dire par exemple ici, ça sera notre profondeur. Donc on vient se bloquer ici. Donc maintenant si je retrace avec un crayon un petit peu plus foncé, on va voir que finalement notre visuel va prendre un petit peu plus. Donc on voit qu'on a un bâtiment au premier plan. Qui pourrait être une maison par exemple, hein, donc qui partirait aussi vers là-bas après pour le toit. Si on fait des fenêtres, on va choisir ici la taille de notre fenêtre et on va aller filer vers là-bas. Donc tout le temps on file vers ce point pour venir redescendre derrière, pour essayer de construire quelque chose qui donne un effet de profondeur comme ça. Alors souvent ça ne suffit pas puisque on a l'effet de profondeur déjà, mais ce qui peut être intéressant c'est de reprendre ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire de mettre un premier objet, ici par exemple un arbre, qui viendrait au premier plan, voire un autre ici, pour donner encore cet effet de profondeur. D'accord. Ça peut être des choses qui renforcent l'effet, donc il y a des choses qui sont faites à la règle comme la maison, mais après on va avoir des éléments qui peuvent être plus à main levée comme ça, en essayant de jouer sur les notions de plan, en essayant d'avoir un premier plan ici, un second plan qui serait la maison, et un arrière-plan qui pourrait être, par exemple, une forêt ou des montagnes ici en arrière. Là, on renforce cet effet de profondeur. Donc là, on est sur une route. Donc si on veut les faire des pointillés, hein, souvent les tirer d'une route, on va choisir ici au premier plan la taille basique d'un tiret. On va tirer le point central, la direction centrale qui file vers le point là-bas au fond. Et on vient après
en essayant d'être le plus en plus petit, que ce soit dans les espaces ou dans les tirets, vers, vers le fond là-bas pour donner, enfin j'ai fait un petit peu plus, et pour donner l'effet de profondeur. Alors pareil pour s'il y avait des poteaux sur le bord de la route par exemple ou des arbres, donc on peut donner la base des arbres, la hauteur de nos arbres, alors il faut qu'ils soient correspondent à notre maison, donc là c'est peut-être un petit peu bas, donc on va mettre, alors vraiment que ce soit une barrière, on va mettre un petit peu plus haut par exemple, que ce soit des arbres un petit peu comme ça. On va en construire un premier ici, on vient le planter ici, et on va les suivre comme ça en les faisant donc un petit peu plus petits à chaque fois, on a la référence ici, et l'écart entre les arbres va être de plus en plus réduit aussi pour donner cet effet de profondeur. Donc voilà un petit peu l'exercice qui peut être intéressant à faire pour un arrière-plan, puisque en fait, bon, alors ça peut fonctionner tout seul, hein, mais après ce qui peut être intéressant, c'est de placer justement notre héros, notre personnage dans ce décor. Hein, c'est souvent le problème sur vos réalisations, c'est que souvent on a nos personnages qui sont réalisés, donc là c'est un géant, et donc il faudra faire attention à ça d'ailleurs, mais qui n'ont pas de décor. Donc ça peut être aussi d'ailleurs très intéressant de jouer avec ces rapports d'échelle. Donc ça peut être un exercice, un des prochains exercices, où là en fait finalement, si vous regardez bien, on a un petit peu la combinaison de ce qu'on a vu sur ce cours, où on a la profondeur de champ, on a les différents éléments avec certains éléments qui vont prendre la priorité sur d'autres. Alors, les éléments qui prennent la priorité, ce n'est pas toujours ceux qui sont au premier plan, ce n'est pas toujours ceux qui sont les plus gros, d'accord? C'est souvent un élément qui va être finalement peut-être plus coloré, plus contrasté, ou aussi légèrement plus décalé, qui va permettre d'attirer le regard. Donc là, c'est pareil, hein, je vous avais parlé des éléments qui bloquent le regard au centre. Donc on va d'abord attirer l'œil ici, on va circuler un petit peu dans ce décor et on va finir par se fixer au centre sur notre personnage. Ça reste subjectif, hein, il peut y avoir des personnes qui verront l'image d'une façon un petit peu différente. Donc l'exercice à faire, ben, ça serait donc le premier, donc c'est d'agencer différents personnages ou différents objets sur une même scène. Donc l'idéal c'est 3, c'est plus compliqué finalement. Donc 3 objets ou 3 personnages différents. Donc on aurait, on va les mettre ici, hein, donc on peut avoir un personnage qui viendrait au premier plan. Alors après, donc, vous pouvez rajouter une difficulté, c'est qu'il y ait une interaction entre chaque personnage. L'interaction, elle n'est pas obligée d'être gestuelle, elle peut être uniquement dans le regard. Donc là, il peut y avoir ce personnage qui interagit avec un autre personnage qui viendrait aussi, pourquoi pas, ou qui serait un petit peu coupé dans l'écran. Donc, donc ces deux personnages-là interagissent entre eux. Donc là, ça peut être délicat de ramener un troisième personnage qui vienne dans la page. Donc pourquoi pas justement ben, changer un petit peu la directive et dire on monte la tête, ça sera plus facile. Et on vient mettre un autre personnage, ben, Superman par exemple, ou n'importe quel super-héros qui viendrait ici. Et là, regardez un petit peu, on va attirer le regard ici. Comme on a un jeu de regard, on attire notre personnage ici. Et on vient, donc là il nous manque un effet de profondeur parce qu'on ne se rend pas compte. Hop, donc là on joue sur la perspective et on joue sur un décor derrière. Et on retrouve tout ce qu'on a vu aujourd'hui, en jouant même aussi sur les espaces, dans une composition comme ça, très rapide. Et c'est ça en fait qui va être intéressant à réaliser. D'ailleurs, vous pouvez me les envoyer avant de finaliser vos dessins, parce que c'est toujours intéressant de faire plein de petites ébauches comme ça, parce qu'il y a toujours plein de possibilités. Là, par exemple, on pourrait renforcer le côté Superman, donc on garde, on a notre personnage qui vole en haut, mais là, on va pouvoir mettre peut-être ce personnage-là un petit peu plus en pied. Alors c'est toujours aussi intéressant dans une illustration d'avoir toujours un personnage en pied, ce qu'il n'y avait pas ici, même s'il y avait Superman ici. Et, euh, et l'autre peut-être
plutôt trois quarts d'eau qui viendrait comme ça, on a une composition qui, qui raconte la même chose, mais qui n'est pas dans la même profondeur. Et on peut en faire comme ça 50 000. Donc on va s'arrêter, vous arrêterez quand vous aurez trouvé la bonne. Donc essayez de repérer tout ce qui peut faire problématique dans votre composition. Là par exemple, je viens de rajouter un décor qui finalement entoure notre personnage, donc c'est peut-être pas la bonne idée. Là, lui, il commence à bien être mis en valeur au niveau de l'espace, donc on est peut-être dans l'esprit, on pourrait peut-être donc réduire un tout petit peu celui-là, venir le faire carrément prendre le premier plan, mais par contre, on va faire passer le décor derrière lui pour jouer sur la profondeur et faire remonter le décor ici. La main qui était dans le vide, ça c'était intéressant, puisque, donc là, faire attention qu'on n'ait pas ce qu'on appelle le nœud graphique, vous vous rappelez, le nœud graphique c'est par exemple si je viens poser mon personnage sur la main, donc même s'ils ne sont pas au même niveau, hein, on va avoir l'impression qu'il est posé sur la main. Donc là, ça vaut le coup de finalement peut-être mettre la main par ici, notre personnage le deuxième ici, et on va laisser tout cet espace qui va nous permettre ici donc de mettre en valeur notre Superman qui serait en train de voler. Cette composition peut être plus intéressante. Après, ça dépend ce qu'on veut faire passer dans notre message. Est-ce que c'est lui qui arrive? Est-ce que c'est la colère de celui-là ou le geste de ce personnage-là? Il peut y avoir aussi du mouvement, parce que là on a des personnages très statiques, ça pourrait être un autre esprit. Donc là, ce que je voulais surtout que vous voyez, c'est que dans juste une petite nuance de cadrage entre ces trois images-là, la profondeur de champ et la perspective aussi qui ont été mis en valeur avec les échelles de personnages, les espaces, les trois objets, les personnages accrochés au format, avec toutes ces informations-là, en fait, on peut faire passer des choses complètement différentes. Donc c'est à vous de jouer, essayez de vous faire, avant de démarrer un dessin, de vous faire comme ça une planche de petites esquisses, de petits dessins, très petits, hein, on n'a pas besoin d'être très gros, vraiment ça peut être sur une page A4, là on peut faire plein de petites maquettes, juste pour pouvoir se dire, ben ouais, ça fonctionne. Alors l'idée aussi qui peut être intéressante, c'est de faire l'inverse de ce que je viens de faire, c'est-à-dire on va venir placer nos personnages, donc avec toujours la même chose. Donc il y en a un qui serait ici, qui interagit et qui regarde donc vers un. C'est vraiment le principe, essayer d'avoir une dynamique comme ça. Alors, on parlera un petit peu d'autres fois de rythme et de forme, de contre-forme, de forme complexe, etc. Là pour l'instant, on est vraiment sur ces différentes notions, donc de perspective à un point avec des notions de plan successifs, cette notion de cadrage, de juxtaposition d'éléments. Donc là, on va positionner mon deuxième personnage et à choisir un petit peu sa taille. Donc pour qu'il interagisse bien avec le premier et donc il indique là-haut et qu'on a Superman donc, qui arrive ici. Donc Superman qui peut d'ailleurs lui avoir de la dynamique, qui peut venir vers nous, peut être un petit peu différent. Donc même si là on va créer une diagonale, ce qui n'est pas forcément heureux. Donc vous voyez, il y a plein de petits détails qui peuvent nous permettre nous empêcher en fait finalement d'avoir une composition qui fonctionne très bien. Donc il faut vraiment griffonner comme ça, vraiment plein de petites esquisses. Alors si on est sur du numérique, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut sélectionner un objet et le déplacer. Ou après on peut découper avec un papier. Et donc l'étape suivante, donc vous pouvez donc compenser votre composition comme ça, c'est de changer de couleur, prenons un crayon bleu ou rouge, et essayer de voir, tiens, est-ce qu'une composition, un cadrage comme ça peut être intéressant. Là, peut-être que lui, voilà, il n'est peut-être pas encore assez sur le point de force, ou alors il est trop rentré dans la page, donc on peut peut-être essayer une autre composition, avec peut-être un peu plus d'espace en haut, et, euh, et on viendrait serrer comme ça. À ce moment-là, ce personnage-là demanderait à être déplacé. On peut choisir après, au contraire, quelque chose de beaucoup plus serré ici, un petit peu partout.
Et comme ça, en jouant aussi sur le cadrage, en faisant le cadrage après, ça peut être aussi plus intéressant pour vous, avant de démarrer un travail, et de passer du temps sur une illustration, de se dire, bah tiens, ça aurait été mieux si mon personnage avait été décalé un tout petit peu comme ça. Même si le dessin il est complètement gribouillé comme je viens de le faire. Donc je ne sais pas si ça paraît très clair ce que j'ai fait. J'essaierai peut-être de refaire une vidéo synthétique, puisque le direct c'est toujours un petit peu plus compliqué à gérer. Donc j'essaierai peut-être de faire quelque chose d'un peu plus synthétique sur cette partie composition, plan et perspective à un point finalement. Je vous laisse travailler là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations. J'y répondrai assez rapidement. Là, je vais répondre dès demain à certaines là, que je suis un petit peu en retard dessus. Je vous les corrige, puis comme ça, vous pouvez après aussi tenir compte ou pas, mais passer à la réalisation et finaliser vos projets. Donc, bye bye, à bientôt, et j'espère aussi qu'on pourra bientôt faire une séance, peut-être au moins en extérieur, sur du croquis sur le vif dès qu'on sera un peu déconfiné. À bientôt!